Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce petit déjeuner Culture Branche. Alors, j'espère que vous avez tous votre matériel, parce que c'est la seule façon pour nous de savoir que c'est un petit déjeuner. Donc, nous espérons que vous avez tous votre tasse de café à côté de vous. D'habitude, nous avons le plaisir de vous recevoir dans nos locaux, boulevard Mazères, mais bon, vous comprenez pourquoi nous le faisons à distance. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous le faisons avec Philippe Dabat, représentant la direction générale, Véronique Caron, Madame Culture Branche, Xavier Auret, responsable de la prévention. Et nous sommes très heureux d'accueillir nos intervenants tout à l'heure à la table ronde. Mireille Dispo pour la CGC, Fabienne Munoz pour les coiffeurs, Olivier Guivarch pour la CFDT des services, Philippe Joigny pour la branche des entreprises de propreté, ainsi que Ronald Schuller de FGTA FO. Et donc, nous aurons l'occasion d'échanger sur le thème de la santé au travail et du rôle important des branches. Vous assisterez à 3 temps forts après l'introduction de la direction générale. Le premier temps fort sera le décryptage de l'ANI du 9 décembre 2020. Si vous n'avez pas eu le temps de lire les 27 pages de cet accord national interprofessionnel, vous aurez une synthèse. Dans un temps 2, le temps le plus important, le débat avec des représentants des branches professionnelles, ceux que je viens de citer. Et puis un temps 3, en conclusion, l'accompagnement. Quel accompagnement AG2R La Mondiale pourra vous proposer auprès donc, de chacun d'entre vous, négociateurs de branche. Juste avant de se livrer à nos différents échanges et donner la parole à nos intervenants, je vous rappelle quelques règles d'usage concernant les micros et caméras et fils de discussion. Alors, si c'est possible de ne pas allumer votre caméra et votre micro pendant tout cet événement, on va faciliter la bande passante d'Internet, puisqu'on est sur Teams, on a des petites contraintes techniques, donc ça serait parfait comme ça. Si vous souhaitez réagir, nous vous invitons à le faire via le fil de discussion, et ce, tout au long de l'émission. Les réponses qui n'auront pas été apportées pendant l'événement, faute de temps, le seront post-événement via le site Culture Branche et les réseaux sociaux. Vous avez vu que cette émission également est enregistrée. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup de couper chacun d'entre vous les caméras, et je vais maintenant laisser la parole pour introduire ce petit déjeuner Culture Branche à Philippe Dabat, le représentant de notre direction générale. Philippe, nous t'écoutons. Merci David. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux ce matin par votre présence assidue. Eh bien, vous nous confortez dans la nécessité de poursuivre ce travail de partage, d'expérience et d'idées au service du renforcement de la protection sociale des branches et de l'attractivité des métiers qui en font toute la richesse. C'est ça la raison d'être de Culture Branche, c'est ça qui nous motive. Comme le disait David, les partenaires sociaux ont signé le 9 décembre dernier l'accord interprofessionnel, je cite, pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et de conditions de travail. On peut dire que c'est une réelle démarche de co-construction paritaire qui s'inscrit en fait dans une dynamique de long terme pour améliorer la culture de la prévention santé au travail et qui a fait bouger les lignes. Si on remonte un petit peu dans le temps, j'irai en 2004, puisque déjà en 2004, dans le cadre de la commission des accidents du travail et de maladies professionnelles, les partenaires sociaux engageaient déjà une rénovation profonde de la branche AT-MP, qui s'est notamment traduite par une première contractualisation avec l'État. C'était la première convention d'objectifs et de gestion de la branche AT-MP pour les années 2004 à 2006. Ensuite, pour répondre à la demande du législateur, les partenaires sociaux ont déterminé le mode de gouvernance de la branche AT-MP sur le plan national, mais aussi régional. C'était en février 2006, à travers un ANI, et fixé une feuille de route pour la prévention, la tarification et la réparation. C'était l'ANI du 12 mars 2007. Et puis, je citerai sous l'impulsion des partenaires sociaux que l'actuel plan santé au travail pour les années 2016-2020 a opéré un véritable renversement de priorité en faveur de la prévention, puisque la politique santé au travail est fondée maintenant sur 2 principes importants, qui sont les principes de prévention et de réparation, et pas seulement le principe de réparation. Et donc, cette ambition vraiment forte des partenaires sociaux, eh bien, elle s'exprime dans un contexte qui traduit leur implication permanente sur ce sujet clé, qui doit être re-questionné au regard des évolutions de la société, de l'évolution des connaissances et bien sûr des attentes tant des employeurs que des salariés. On peut dire que cette ANI
Santé au travail, il affirme la volonté des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives de jouer un rôle de premier plan dans la politique française de santé au travail. Et d'ailleurs, une proposition de projet de loi, une PPL, pour renforcer la prévention en santé au travail a été déposée en décembre dernier devant le Parlement. C'est un texte qui reprend le contenu de l'accord interprofessionnel et qui le complète. Il a été étudié en février dernier à l'Assemblée nationale et il vise à décloisonner davantage la santé au travail et la santé publique. La proposition de loi santé au travail a d'ailleurs été adoptée par l'Assemblée nationale le mercredi 17 février dernier et maintenant elle est devant le Sénat. Et donc, chez AG2R La Mondiale, eh bien, nous sommes convaincus depuis longtemps du rôle vraiment majeur que les branches peuvent jouer sur ce sujet de la santé au travail, tant l'ANI que cette dernière PPL confirme cette reconnaissance. Et c'est bien l'enjeu, l'objectif de ce petit déjeuner ce matin pour illustrer l'ensemble de ces travaux et de ces avancées. Excellent, merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Ce sont des messages encourageants. Nous sommes, vous savez, partenaires des branches. Le concept même culture branche est là pour soutenir une vision du paritarisme très opérationnelle dans tout ce que vous pouvez négocier. Alors, pour introduire l'ANI, parlons de l'ANI et décryptons ces 27 pages. Véronique Caron et Xavier se sont livrés à l'exercice et vous présentent en synthèse, en quelques minutes, donc ce fameux accord national interprofessionnel santé au travail. Oui, merci beaucoup David. En effet, la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail étant en cours de débat au Sénat, avec Xavier, nous avons donc décidé de repartir sur ce texte de l'ANI afin de faire ce décryptage. Bien sûr, la proposition de loi sera discutée tout à l'heure avec les représentants des branches professionnelles lors du débat. Et tout d'abord, donc, ce texte réaffirme ou affirme plusieurs principes. Le premier, le rôle majeur de la prévention primaire. La prévention primaire, c'est celle qui agit en amont de la maladie. Ensuite, le fait que le sujet santé au travail est bien ancré dans le paritarisme, c'est important. Aussi, le rôle central du niveau branche professionnelle, et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes tous réunis ce matin pour ce petit déjeuner culture branche. Et enfin, le rôle majeur des services de santé au travail sur le risque de la désinsertion professionnelle. Merci Véronique. Effectivement, on a un document en fait qui est articulé autour de 27 pages et de 4 grandes parties avec des objectifs clairement annoncés. Notamment le premier objectif, c'est la promotion de la prévention primaire opérationnelle au plus proche des réalités du travail. Deuxième objectif, c'est la promotion d'une qualité de vie au travail avec la santé, en articulation avec la santé au travail. Troisième point, c'est la promotion d'une offre des services de santé au travail efficiente et de proximité. Et puis le dernier point, c'est une gouvernance rénovée avec un financement maîtrisé. Comme le décryptage de ce texte, comme l'a dit Xavier, est un peu dense, nous allons projeter un support, ce qui sera plus confortable pour que tout le monde puisse suivre nos propos. Nous enverrons bien sûr ce support à l'issue de ce petit déjeuner, ainsi que le texte de l'ANI. Xavier, est-ce que tu peux nous dire dans cette première partie de l'ANI ce qui est particulièrement riche d'enseignements? Alors effectivement, Véronique, on a une première partie de ce document qui est très dense et riche à l'enseignement, avec l'idée majeure de renforcer et d'étendre une culture de prévention primaire au sein de l'entreprise. Et cela passe par plusieurs éléments, notamment le renforcement de la culture prévention au sein de l'entreprise, avec l'idée de considérer la prévention des risques professionnels comme un investissement aux effets durables, en opposition à souvent la prévention est considérée comme un coût. Et donc là, l'idée, c'est de promouvoir l'idée d'un investissement aux effets durables qui contribue à la performance individuelle et collective. Autre élément pour renforcer cette culture prévention, c'est le renforcement des déterminants d'une culture prévention en entreprise avec une prise en main facilitée pour l'entreprise, une réglementation accessible à tous et puis une
Donc, une réglementation accessible à tous et compréhensible également, en particulier pour les TPE-PME où on sait que parfois la difficulté d'appropriation sur le sujet des TPE-PME. Et puis, on a encore un accompagnement de l'employeur dans l'exercice de sa responsabilité en matière de prévention des risques professionnels. On retrouve également l'amélioration du dépistage précoce de la désinsertion professionnelle, mais on y reviendra plus tard, notamment quand on parlera des services de santé au travail. Et puis, on a également l'idée comme élément pour favoriser la culture prévention, un dialogue social renforcé. En effet, la prévention des risques professionnels nécessite une mobilisation de tous les acteurs de l'entreprise, y compris les salariés et leurs représentants. Et puis, en dernier point, on retrouve une volonté d'affirmer le rôle et l'articulation des acteurs institutionnels de la santé au travail. Le souhait, bien sûr, de recentrer leurs actions sur la prévention primaire, comme tu as pu l'évoquer, à destination, bien sûr, de tous les employeurs et des salariés. Alors, face à ces objectifs ambitieux, le texte précise les leviers disponibles ou à créer pour décliner de façon opérationnelle une politique de prévention primaire. Le premier levier, c'est la mise en place dans l'entreprise d'une démarche continue de prévention primaire, avec bien sûr au préalable la précision du périmètre de ces différents risques professionnels à prendre en compte, à savoir les risques dits classiques, physiques, chimiques, biologiques, les contraintes liées à des situations de travail, les risques d'accident, mais aussi l'usure inhérente à l'activité professionnelle, les risques liés à l'organisation du travail, la prise en compte des exigences de sécurité et de santé dès la conception des locaux, des équipements, des procédés, des organisations du travail, donc bien en amont, la prévention des troubles musculo-squelettiques, la prévention d'autres risques dits émergents, en particulier ceux liés aux nouvelles technologies, et enfin les risques psychosociaux inhérents à l'activité professionnelle. Le texte fait également un retour essentiel et fait un focus sur le document unique parce que tout simplement, en prévention, le document unique, c'est la base. Et donc, c'est l'outil indispensable de la prévention. Et pour le coup, il peut faire l'objet d'un accompagnement dans son élaboration et sa mise à jour. Et donc, il est considéré comme l'outil essentiel de l'évaluation des risques professionnels et de la traçabilité des expositions. Et puis, ces données collectives peuvent notamment provenir de différentes études sectorielles, menées notamment par les branches, par la branche AT-MP, les branches professionnelles, et on voit apparaître un acteur, notamment les acteurs de la prévoyance collective et les complémentaires santé. Et là, c'est une nouveauté de retrouver ces acteurs-là à ce niveau-là. Nous, on en est bien sûr heureux, mais effectivement, c'est une nouveauté à noter. Donc, sur ce focus du DU, où on replace le DU comme un élément indispensable de la prévention. Ce qui est notable aussi, c'est que ce texte insiste sur l'idée d'avoir un DU comme base de plan d'action. Il prévoit également, il suppose, ce plan d'action, la mobilisation de moyens nécessaires, à la fois techniques, humains et financiers. Et on retrouve cette notion aussi également de collectif qui est une nouvelle fois énoncée, avec l'idée que le document unique résulte d'une approche collective de la prévention. Et il peut s'appuyer sur des préconisations des acteurs de la prévention qui accompagnent l'entreprise. On insiste également sur cette partie document unique qui est assez détaillée, sur l'idée d'une traçabilité collective. Et l'idée, c'est que le document est un élément de traçabilité collective afin notamment de développer la prévention primaire. On revient à l'objectif initial de la prévention primaire. Autre élément important, et ça c'est relativement, c'est nouveau, c'est l'idée, cette traçabilité, elle doit être facilitée par la conservation des versions successives de documents uniques. Donc, pour ce faire, les partenaires sociaux encouragent la mise en œuvre d'une version numérisée du document unique. Ça, c'est hyper intéressant et très nouveau, très novateur sur ces textes-là. Et les branches pourront notamment proposer un document d'aide à la rédaction du DURP en vue d'accompagner les entreprises. Donc là, on voit
effectivement, sur cette partie document unique, des vraies nouveautés s'installer, à la fois sur la traçabilité et la version numérisée du document unique qui est proposée au niveau des branches en plus pour le document unique. Véronique, peut-être un mot sur la formation aussi, puisqu'il y a des nouveautés sur Oui. le sujet. Oui, effectivement, c'est le troisième levier. Ce troisième levier consiste à promouvoir la formation des salariés et des managers en santé et en sécurité au travail, avec la mise en place d'un passeport prévention pour tous les salariés et apprentis. Alors, ce passeport pourra attester du coup de la réalisation d'un module de formation commun, qui sera commun à toutes les branches professionnelles, et le cas échéant, également de modules spécifiques dont le contenu serait à la main des branches et en fonction aussi des activités qui le nécessiteraient. Un quatrième levier consiste effectivement à protéger les salariés avec la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. La mise en œuvre de cette prévention de la désinsertion professionnelle exige une anticipation indispensable pour repérer de façon très précoce ce risque. Du coup, ce repérage peut se faire à partir d'éléments comme des diagnostics internes à l'entreprise et peut être aussi mis en écho avec les éléments de sinistralité et de connaissance des risques professionnels de la branche. Enfin, le texte prévoit aussi la mise en place de cellules de prévention des insertions professionnelles au sein des services de prévention et de santé au travail. OK. Autre point qui est abordé dans ce texte-là, c'est la clarification des missions qui doivent être prises en charge par les différents acteurs de l'entreprise. Et on voit qu'à ce niveau-là, on retrouve des éléments que vous connaissez hein, pour la plupart, hein, qui sont les IPRP des services de santé ou bien sûr la personne compétente, salarié compétent interne à l'entreprise. Le rôle de représentant du personnel est également réaffirmé autour du CSE ou du CSSCT. Et puis, bien entendu, le cœur un peu de notre analyse, il est sur un accent qui est mis fortement sur le rôle des branches professionnelles, notamment dans l'idée de la promotion du rôle des branches professionnelles, en invitant les branches professionnelles à prendre un rôle plus large qu'elles n'ont encore aujourd'hui sur le sujet. Et donc le texte il détermine que les branches professionnelles, que la branche professionnelle est un cadre privilégié pour formaliser les grandes priorités dans les domaines de la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments, quoi. Il y a plusieurs éléments, mais trois éléments majeurs. Un, la branche professionnelle est un cadre privilégié pour négocier des accords sur la prévention, la santé au travail, la prévention de la désinsertion professionnelle et le retour à l'emploi. La branche professionnelle est un cadre privilégié pour accompagner et déployer une politique active en matière de prévention avec l'élaboration de plans sectoriels. Donc là, on revoit encore l'idée d'une dimension affinitaire bien portée au niveau du secteur d'activité de la branche professionnelle. Et puis, c'est la mise en place d'outils à disposition, la fourniture de supports numériques pour faciliter l'évaluation des risques professionnels. On en revient à ce qu'on a évoqué sur le document unique tout à l'heure, où effectivement, la branche peut être un cadre privilégié pour définir des contenus de formation, ce qu'évoquait tout à l'heure Véronique sur la formation des préventions des salariés, et puis sur la capacité à fournir des éléments, notamment des documents uniques numérisés. Autre point important et nouveau également dans l'approche, c'est l'idée de développer, comme je le disais, des outils collectifs avec notamment l'aide, encore une fois, on se retrouve comme acteur, avec notamment l'aide des organismes de prévoyance et des complémentaires santé, mais également l'aide des services de santé au travail, bien entendu. Et les branches sont donc invitées à mettre en place des lieux de discussion paritaire sur les questions de prévention et de sécurité, telles des commissions paritaires dédiées à la santé et à la sécurité au travail. Effectivement, il y a déjà des lieux, je sais que certains nous écoutent, vont peut-être bondir sur leur chaise, il y a des lieux où effectivement vous parlez de prévention. Mais là, l'idée, c'est de mettre en place des lieux dédiés à la santé et à la sécurité au travail. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une politique de prévention ciblée qui correspond à la culture de chaque métier et de chaque branche.
Alors voilà pour le décryptage de cette première partie. Passons maintenant à la deuxième partie qui s'intitule « Promouvoir une qualité de vie au travail en articulation avec la santé au travail ». Donc dans cette partie, on parle d'une vision élargie qui va nous faire passer de la qualité de vie au travail, QVT, à la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Alors, ce texte de l'ANI propose que l'approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit revue pour intégrer du coup la notion de qualité de vie et des conditions de travail. Il n'existe pas de méthode obligatoire et universelle pour conduire une démarche de qualité de vie au travail. Un accord de branche ou d'entreprise peut proposer une méthode adaptable par l'entreprise. Et effectivement, sur ce sujet-là, Véronique, c'est l'ANACT, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui reste la référence tant au niveau de la méthode que du contenu. Et effectivement, on a une bascule de la QVT, qualité de vie au travail, sur la QVCT, où on rajoute la partie conditions de travail qui porte une vision collective et intégrée de la santé au travail et une démarche d'entreprise pragmatique et progressive. En tout cas, c'est comme ça que le conçoit le texte. Et on voit que la nature des objectifs de la QVCT sur le champ de la santé au travail porte sur, l'articulation de la sphère, des sphères de vie, conciliation vie privée, vie professionnelle et déconnexion numérique. On est en plein dans l'actualité hein, aujourd'hui avec le développement du télétravail notamment et puis cette période de confinement. 2, ça porte sur les conditions d'exercice du travail, IRP, management, moyens, relations interpersonnelles et collectives de travail. Autre élément, c'est l'utilité et le sens du travail, les transformations rapides du travail, on parle de numérisation, la conduite du changement, les mobilisations des modalités d'organisation du travail. Et là, on reparle effectivement encore du télétravail. Et puis le dernier point, c'est l'expression des salariés et de leur participation. C'est, juste pour préciser, cette partie 2 est un peu la partie pauvre un peu du document, où effectivement les partenaires sociaux ont souhaité ajouter cette partie conditions de travail à la QVT, mais on passe relativement vite dessus, parce qu'effectivement, c'est un peu la partie la moins riche du document. Alors, passons à la partie 3 qui s'intitule « Promouvoir une offre de services, des services de prévention et de santé au travail interentreprises, SPSTI, efficiente et de proximité ». Les objectifs poursuivis dans cette partie sont les suivants. Tout d'abord, la mise en place d'un cahier des charges pour une offre obligatoire au service des employeurs et des salariés pour pallier la très grande hétérogénéité des prestations rendues actuellement par les services de santé au travail. Et avec du coup la mise en place d'une offre socle soumise à un processus de certification et également un pilotage efficient du service rendu. Ouais, effectivement, Véronique, ces points-là sont hyper importants, hein, notamment sur la mise en place d'une offre socle. Alors, sur les services de santé au travail, effectivement, on est à peu près à la 3e ou 4e réforme sur les 10 dernières années. Donc, on voit bien que les partenaires sociaux et les législateurs cherchent à trouver la recette la plus efficiente possible sur le sujet pour que ces acteurs de terrain soient de plus efficaces pour intégrer la prévention primaire dans les entreprises. Et donc, on voit bien que les missions des services de santé au travail, qu'on appelait SST, deviennent maintenant services de prévention et de santé au travail. Et donc, avec ils le faisaient déjà, mais là, c'est dans les textes, avec des éléments, des missions qui sont étendues, notamment on parle d'évaluation et prévention des risques professionnels, l'action de promotion de la santé sur le lieu de travail, mais ils seront également en charge des campagnes de vaccination, des dépistages. On le voit sur la partie Covid aujourd'hui, où ils sont en capacité, ils vont être en capacité en tout cas de vacciner dans les semaines à venir. Et puis, on l'a déjà évoqué, Véronique l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est les services de santé devront mettre en place des cellules dédiées à la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est le sujet majeur aujourd'hui dans l'évolution de leur mission, c'est la désinsertion professionnelle. Autre élément nouveau, c'est les médecins du travail pourront recourir à la téléconsultation, la mise en place également d'une visite de mi-carrière à 45 ans, ou un rendez-vous de liaison également pourra être créé. Et puis, il y a une idée qui est un peu passée
en tout cas qui peut passer un peu inaperçue, mais qui est hyper importante. C'est une grande nouveauté. On voit qu'il y a une ligne qui a été franchie. C'est les médecins de ville qui pourront contribuer au suivi médical des travailleurs. Et le statut d'infirmier en santé au travail est consacré également au niveau de la loi. Donc ces deux éléments-là, notamment l'ouverture de la santé au travail aux médecins de ville, c'est quelque chose qui avait été évoqué quasiment à chaque réforme depuis 10 ans, mais qui aujourd'hui est inscrit notamment dans l'année. Et puis, dans cette partie-là, les services de santé au travail vont pouvoir s'appuyer sur des ressources complémentaires. Et donc là, on voit que dans ces ressources complémentaires, on retrouve le rôle de la branche professionnelle avec un rôle majeur qu'elles sont invitées bien sûr à renforcer dans ce domaine pour accompagner les entreprises, notamment par la signature d'accords sectoriels en faveur de la santé au travail et la mise en place de services de santé au travail de branche. Pour bien connaître ce secteur-là, je peux vous dire qu'il y a quelques années, les services de santé au travail de branche n'avaient pas, entre guillemets, n'avaient pas la cote. Et donc là, on voit bien un retour très fort des partenaires sociaux sur la capacité de s'adapter à des spécificités de branche. Et puis, on évoque le secteur marchand, donc les professionnels comme capacité complémentaire de ressources de prévention, les professionnels de la prévention de la sécurité, alors on va passer les cabinets de conseil et, encore une fois, les organismes de prévoyance et de complémentaire santé. Pour tout vous dire, ça fait dans l'ANI, on retrouve le rôle des organisations de prévoyance et les organismes de prévoyance et complémentaire santé à 4 ou 5 reprises, alors que dans le dernier plan santé au travail, on était nommé, cité seulement une fois. Donc, on voit bien que on peut être des acteurs et des partenaires crédibles sur le sujet. Ok, merci Xavier. Donc, du coup, passons à la dernière, quatrième partie de cette année qui s'intitule Une gouvernance rénovée, un financement maîtrisé. Alors, une gouvernance rénovée au niveau régional et au niveau national avec le COCT, Comité d'orientation des conditions de travail, qui est rebaptisé en Comité national de prévention et de santé au travail, CNPST. Sa déclinaison au niveau régional verra ses missions élargies avec le suivi et contrôle des SPSTI d'entreprise, le suivi de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs, la coordination des outils d'accompagnement QVCT des entreprises et la définition des priorités en matière de prévention. Pour le financement, il y a un financement de la santé au travail qui favorise du coup le développement des actions de prévention des risques professionnels, qui est indiqué donc dans cette année. Une mise en œuvre de l'accord qui est du coup dans l'ANI, c'est stipulé la demande des partenaires sociaux au gouvernement de transposer toutes les dispositions de cette année au plan législatif et d'être pleinement associés à l'élaboration des textes d'application. Voilà, c'est un article important, et une mise en place d'un comité de suivi de l'accord. Ouais. Juste peut-être pour préciser, Véronique, merci beaucoup. Il y a une gouvernance au niveau national qui est dupliquée, comme à chaque fois, au niveau régional. Et donc, on voit des acteurs, également le niveau régional en termes de santé au travail, on va dire la décentralisation au niveau régional est quand même très importante avec les CARSAT en chef de file et les directs également, qui ont un rôle hyper important. Voilà. Excellent, merci beaucoup Xavier et Véronique d'avoir fait ce travail de décryptage de l'ANI. Donc, vous recevrez les 27 pages de l'ANI, puis le PowerPoint qui a été préparé à cet effet, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas déjà, bien sûr, hein, vous l'avez sans doute tous déjà en main. Véronique, tu disais tout à l'heure, mention de l'article 4.3 sur point 3 de la mise en œuvre de l'ANI. Je le recite, les partenaires sociaux demandent au gouvernement de transposer le présent accord au plan législatif ou réglementaire, les dispositions nécessitant une modification des textes en vigueur. Ils souhaitent en conséquence être pleinement associés à l'élaboration des textes d'application. Donc là, on va lancer le débat justement avec ceux qui ont négocié l'ANI, qui sont concernés en plein chef de cet accord national. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réagir pendant ce débat, vous pouvez le faire uniquement sur le fil de discussion, mais n'hésitez pas à nous passer les messages sur le fil de discussion. Donc je suis ravi d'accueillir Ronald Schuller, donc
si Ronald, vous pouvez apparaître à l'écran et nous faire un petit coucou au micro, parce qu'on a fait un essai tout à l'heure et c'était pas évident techniquement. Ça doit marcher, David, je pense. Voilà, super, Ronald. Alors, on est dans le Grand Est, hein, et un peu à la campagne, je crois, Ronald. Tout à fait. Vous êtes vice-président 4MP, secrétaire général FGTA FO. Alors, racontez-nous la genèse de cette négociation de l'ANI Santé au Travail. Comment en est-on arrivé à cette mise en avant des branches? Quelles sont vos satisfactions et vos insatisfactions? Sur la jeunesse de l'ANI, effectivement, cette jeunesse de l'ANI, elle a commencé parce que les partenaires sociaux se sont rendus compte que l'État souhaitait, par rapport au rapport de Charlotte Lecoq, justement, qui avait fait couler beaucoup d'encre, essayer d'avoir la mainmise sur la santé au travail. Alors que la santé au travail, depuis le consensus de 1898, avec la présomption de la reconnaissance des AT-MP par les employeurs, a toujours été à la main des partenaires sociaux. Et donc, sur cette réflexion-là, nous nous sommes réunis entre les employeurs et les confédérations de salariés et nous avons décidé de construire un accord national interprofessionnel. Comme cela a déjà été dit précédemment, nous avons œuvré pendant de nombreuses heures et de nombreux jours et nous avons finalisé très tardivement cet accord par rapport au calendrier qui nous avait été donné. Mais je pense que nous avons mis l'essentiel des grandes lignes qui ont fait que tout ce qui a été débattu ce matin apparaît dans cet accord, que ce soit la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, la prévention primaire, que ce soit le document unique, que ce soit la construction dans les branches, justement, de ces commissions de santé et sécurité, et l'importance que nous attachions, nous, aux complémentaires santé, pour qu'elles nous apportent justement un complément par rapport à ce qui existait déjà et ce qu'on est capable demain, ce qu'on sera capable demain de construire au niveau de la prévention primaire. Voilà, David. Merci beaucoup, Ronald. Je passe la parole maintenant à Philippe Joigny. Donc, Philippe Joigny, vous êtes président de la Fédération des entreprises de propreté. Alors, pouvez-vous présenter votre branche et votre fédération donc, et nous dire quelle est votre position par rapport à cette PPL? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de cette invitation d'HD2R. C'est effectivement très agréable d'avoir ce débat. En quelques mots, la Fédération des entreprises de propreté, ou la branche plutôt, je vais commencer par la branche, c'est 12 000 entreprises, c'est 550 000 salariés, c'est 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est un certain nombre d'éléments, en tout cas chiffrés, je ne vais pas vous en donner plus. Retenons simplement ce qui nous intéresse particulièrement en termes de SST, c'est qu'on a une spécificité, comme beaucoup d'autres métiers d'ailleurs, mais c'est que nos salariés travaillent chez nos clients. Donc les conditions de travail n'appartiennent pas forcément à l'entreprise de propreté employeur, à l'employeur en gros, mais sont aussi contraintes bien entendu par le fait que nos salariés travaillent dans les conditions de travail, de santé et de sécurité qui sont parfois, et souvent d'ailleurs, et essentiellement celles de nos clients. C'est un premier point. Un deuxième point assez structurant de notre branche en tout cas, que l'on partage d'ailleurs avec les organisations syndicales de salariés, ici présentes entre autres, c'est le phénomène de garantie d'emploi et de multi-employeurs, qui génère en tout cas en termes de santé au travail un certain nombre de contraintes, voilà, qui sont extrêmement endogènes bien entendu, mais qui pèsent aussi dans la satisfaction que l'on peut, et c'est la deuxième partie de la réponse que je ferai David, sur qu'est-ce que l'on attend nous de la PPL. À titre personnel, et en tout cas pour les entreprises de propreté, très honnêtement, nous attendions depuis de très nombreuses années une réforme de la santé au travail. Une réforme parce que qualitativement, nos entreprises et surtout nos salariés d'ailleurs étaient assez peu satisfaits de la qualité de service, voire même de la qualité de la prestation de la santé au travail. Nos entreprises étaient aussi assez déçues et sont encore assez déçues d'ailleurs du peu d'efficience qu'il y a avec les centres de santé au travail, notamment en termes de pouvoir engager une visite médicale pour les salariés. Donc la réforme de la santé au travail est quelque chose que nous attendions, nous, en tout cas, entreprises de propreté, avec beaucoup d'impatience. Je peux donner 2-3 exemples qui illustrent ces propos. Je viens d'en donner un ou deux déjà. Je ne parlerai pas des coûts qui, bien entendu, sont, et là je me place du côté entreprise, sont absolument démentiels pour des visites médicales
qui, je le répète, qualitativement était assez peu efficiente, d'autant plus pour une population de salariés voilà, qui justifierait pleinement d'avoir une qualité de service et une qualité de prestation digne de ce nom. Donc c'est plutôt avec un œil bienveillant que nous voyons en tout cas une réforme arriver. Après, je partagerai certainement d'ailleurs avec les représentants des organisations syndicales ici présentes le fait que nous sommes en tout cas extrêmement attachés au paritarisme et que nous verrions avec beaucoup de difficultés et d'amertume l'ingérence de l'État dans la gestion du paritarisme, notamment, bien entendu, sur la santé au travail, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si j'ai été assez concis. Très bien, c'est parfait, Philippe. Tout à l'heure, on reviendra sur des exemples précis d'actions entreprises dans la branche. Ce sera intéressant de voir de manière très opérationnelle comment la branche s'est déjà emparée de sujets de santé au travail. Bonjour Mireille Dispo, vous êtes secrétaire nationale confédérale CFE-CGC, en charge de l'égalité des chances et de la santé au travail. Quelle est la vision de la CFE-CGC? Pouvez-vous nous dire quelle est la mécanique de négociation politique entre l'ANI et la PPL? Mais avant cela, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Effectivement, je suis secrétaire nationale confédérale à la CFE-CGC, en charge de l'égalité des chances, ce qui est une grande responsabilité puisque je dois assurer la préservation du capital santé au travail, assurer la meilleure garantie prévoyance possible et veiller à la non-discrimination, qu'il s'agisse du handicap ou de l'égalité professionnelle. Je dois dire que cette réunion ce matin m'intéresse au plus haut point puisque j'étais la négociatrice de la CFE-CGC au niveau de cette année. Alors, j'ai envie de répondre à votre question sur deux aspects. Je pense déjà que nos débats s'inscrivent dans une réalité contextuelle qui est très importante. On a d'un côté une ANI, vous l'avez rappelé, elle a été signée par les partenaires sociaux, et puis de l'autre, il y a une PPL. Et aujourd'hui, nous sommes, par rapport à cette PPL, au milieu du gué, puisque, comme ça a été rappelé également, nous avons un texte qui a été déjà décidé au niveau de l'Assemblée nationale en première lecture, et nous sommes en cours de navette puisque le Sénat est en train d'examiner ce texte et va certainement y apporter des modifications. De surcroît, je signale qu'il y a une audition intersyndicale qui est prévue avec le Sénat courant mai. Et donc, on est à tout le moins dans un contexte non consolidé et je pense qu'il faut être très prudent. D'autant qu'en termes de procédure, on est, je crois, dans une situation qui est tout à fait inédite. Je ne vais pas rentrer dans des détails législatifs, mais en tout cas, il importe de rappeler que nous sommes dans le cadre de l'article L1 du Code du travail. C'est important de le rappeler puisque cet article, il oblige à une concertation préalable entre partenaires sociaux pour tout projet de réforme envisagé par le gouvernement, ce qui touche les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle. Donc, ce premier article du Code du travail, il faut l'avoir bien en mémoire. Il a été introduit par la loi de modernisation du dialogue social et inspiré par le traité sur l'Union européenne. Et contrairement à ce qui existe au niveau européen, en France, eh bien, il y a obligation à ce qu'il y ait une transcription dans la loi sur certains aspects des accords nationaux interprofessionnels dès lors qu'ils touchent à l'ordre public. Et on est bien dans cette situation-là. Et il faut ajouter le fait bien que le pouvoir législatif, il reste libre de transposer ou non
l'ANI en tout ou partie ou en y apportant des modifications. Donc ça, c'est un premier aspect qui est important parce qu'on est sur une logique en ce moment où les choses sont toujours en équilibre. Et en fait, je voulais ajouter un deuxième aspect qui est la réalité de la situation. Donc, par rapport à ce que je viens de rappeler au niveau de ce cadrage, qui sont des règles, mais qui ont des incidences, on le comprend bien au niveau politique, nous avons, au niveau des partenaires sociaux, eu un document d'orientation qui nous a d'ailleurs fixé une deadline en termes de temporalité. Ce document d'orientation, il était largement influencé par le contexte de pandémie dans lequel nous étions à l'époque et dans lequel nous sommes toujours, ce qui explique d'ailleurs que nous soyons en visioconférence. Et il introduisait bien sûr la nécessité d'apporter des réponses à des dysfonctionnements qui sont devenus exponentiels dans le cadre de cette pandémie. Donc, on a engagé cette négociation qui a été très âpre, je dois le dire, et nous avons trouvé entre partenaires sociaux un équilibre qui a été difficile puisqu'il faut également bien voir que cette ANI a pour moi deux volets. Un volet interprofessionnel qui est la partie qui a été présentée et je remercie ceux qui ont été contributeurs. Et une deuxième partie, je vais dire, qui concerne un acteur plus particulier que sont les services de santé au travail. Alors effectivement, tout ça s'inscrit, ça a été rappelé avant moi, dans le cadre d'un rapport qui avait été fait par Charlotte Lecoq et qui a très vite embrayé, avant même d'ailleurs que les positionnements aient tous été pris sur la signature de l'ANI par les partenaires sociaux, donc a très vite embrayé pour mettre sur les rails cette proposition de loi. Donc, elle a été examinée par la Commission des affaires sociales. Elle a fait l'objet, et c'est important de le dire, d'un avis du Conseil d'État qui a apporté lui-même certaines recommandations pour que la PPL soit bien conforme à la réglementation et elle a fait le gardien du temple. Et donc, la mouture que nous avons aujourd'hui, eh bien, il prend en compte un certain nombre de choses. Des amendements que le gouvernement s'est arrogé d'introduire dans ce projet, l'avis du Conseil d'État sur certains aspects qui a amené à des modifications, et puis certains amendements qui avaient été portés par les partenaires sociaux. Nous en avons porté au niveau de la CFE-CGC. Et donc, lorsque l'on regarde cette mouture, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a certaines discordances entre la volonté exprimée par les partenaires sociaux et le texte à ce stade, alors que le gouvernement s'était engagé à veiller lors de cette transcription à ce que cet accord soit conforme dans son contenu et dans son équilibre à ce que nous avions souhaité lorsque nous avons conclu cet accord en décembre. Donc, c'est la raison pour laquelle cet élément qui a été bien évidemment identifié par tous a fait l'objet d'un comité de suivi. Donc, c'est assez paradoxal, ça aussi, d'imaginer qu'on est déjà en train de faire un comité de suivi sur une ANI qui n'a pas commencé véritablement à être engagée en termes opérationnels. Et là, nous nous sommes rendus compte que, effectivement, la vision que nous avions collectivement des discordances, pour ceux qui considéraient qu'il y en avait, ce qui n'est encore pas forcément le cas, n'était pas la même. Et donc,
nous en sommes là et je pense que c'est important que les négociateurs aient bien en considération cet aspect parce que j'imagine que les choses vont évoluer. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'application de l'ANI puisque elle doit, pour certains aspects, faire l'objet d'une transposition législative. Et on ne peut pas parler non plus d'un projet de loi puisque, pour l'instant, il est en cours d'examen et nous imaginons qu'il va évoluer, en tout cas sur les points que nous poussons pour qu'il soit plus conforme à nos attentes. Excellent, voilà excellent. Ce que je peux dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Mireille. Du coup, c'est vraiment intéressant de décrire la mécanique de négociation entre l'ANI et puis ensuite la transposition dans la loi. Donc, on va revenir tout à l'heure sur plus de précision. Merci beaucoup, c'est très très clair. Du coup, Olivier Guivarch, donc vous êtes secrétaire général de la Fédération CFDT Services. Pourriez-vous nous présenter votre fédération, Olivier, et nous dire aussi quelle est la position de la CFDT, comme vient d'exprimer Mireille pour la CGC, c'est intéressant d'entendre toutes les voix. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Et donc, comment on en est arrivé là? Je vais revenir sur les raisons qui expliquent l'engagement de la CFDT, qui a signé cet accord national interprofessionnel. D'abord, c'est la définition de la culture de la prévention qui est un pilier de cette réforme, avec l'identification des risques, une place au dialogue social pour préserver ou rétablir une qualité de vie et de bonnes conditions de travail, c'est l'autre pilier de la réforme. L'accompagnement des entreprises, en particulier pour la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail, la mise en place d'un passeport prévention, la mise en place et la gouvernance des services de prévention et de santé au travail inter-entreprises, un document unique, objet d'un dialogue social et professionnel, et une formation à la prévention des risques aux élus CSE et CSSCT et des dispositions sur le financement. Ce sont quelques dispositions qui expliquent l'engagement de la CFDT pour cette réforme. En plus, les points durs ont été levés. Je ne vais pas revenir sur la négociation proprement dite. Et les entreprises, finalement, en particulier les petites et moyennes entreprises, auront besoin du dialogue social de branche pour adapter les dispositions légales, pour déterminer le cadre social dans lequel la loi sera traduite, car le rôle de régulation de la branche est essentiel. Les entreprises pourront puiser dans les futurs accords de branche des éléments d'expertise qu'elles ne peuvent pas bien souvent produire elles-mêmes. Alors, c'est l'occasion de dire ici que je représente la Fédération des services qui connaît bien le tissu des petites et moyennes entreprises parce que nous couvrons le champ du commerce, le champ de l'hébergement, de la restauration, du tourisme, tous les services aux entreprises, la propreté, la prévention sécurité, le travail temporaire, l'immobilier, les services à la personne, entreprises de services à la personne, assistantes maternelles, salariés du particulier employeur, et les salariés des mouvements et associations de l'industrie textile et aussi les agents des chambres consulaires. Et donc nous savons que dans ces branches-là, les entreprises auront besoin des partenaires sociaux au niveau des conventions collectives. Alors le circuit législatif, il a été rappelé. La place de la CFDT au cours de ce circuit législatif, il est simple. La CFDT respecte le contenu et l'esprit de l'accord national interprofessionnel et nous ne déposons pas d'amendement pour revendiquer des éléments que nous n'aurions pas obtenus dans la négociation. Les amendements que nous déposons au cours de ce circuit-là de la PPL sont déposés pour préciser certains sujets et nous sommes confiants. Cette loi sera votée dans l'esprit de l'accord national interprofessionnel et j'ai surtout hâte à l'après, c'est-à-dire quand on va pouvoir s'emparer de cette loi. Très bien. Est-ce qu'on a une idée du calendrier de l'achèvement de ces navettes, Olivier Alors, ce qui est probable, c'est qu'on pourrait avoir une publication de la loi à l'été 2021 et une entrée en vigueur au plus tard le 31 mars 2022. Très bien, merci beaucoup. On se revoit dans quelques instants. Je donne la parole à Fabienne Munoz. Maintenant, vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des entreprises de coiffure.
L'UNEC, pouvez-vous présenter votre branche, Fabienne, et votre fédération, et nous dire quelle est votre position par rapport à cette proposition de loi? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi également pour cette invitation. Donc, concernant la présentation de la branche, donc le secteur de la coiffure est le deuxième secteur de l'artisanat. La coiffure est un acteur majeur de l'économie de proximité qui crée de nombreux emplois. Et notre secteur est essentiellement constitué d'entreprises de petite taille. Donc, quelques chiffres pour illustrer. Donc, nous avons 96 000 activités, dont 58% de chefs d'entreprise qui travaillent sans salariés, environ 25% de coiffeurs à domicile, 25% de micro-entreprises, environ 40 000 salons avec au moins un salarié et, pour résumer, 180 000 actifs, dont 112 000 salariés comprenant les alternants. Concernant l'UNEC, donc l'Union nationale des entreprises de coiffure, donc nous sommes la première organisation professionnelle du secteur représentant toute catégorie de chefs d'entreprise, avec ou sans salariés, en salon ou à domicile. Concernant notre position par rapport à cette proposition de loi, pour nous, c'est globalement une bonne loi, car une réforme du système français de santé au travail était en effet devenue nécessaire. Donc, nous avons des points forts et des points faibles. Donc, je vais commencer par les points forts. Point fort, tout d'abord, la prévention. L'UNEC a toujours œuvré dans ce sens, avec une forte implication dans les actions de sensibilisation et d'information des chefs d'entreprise, et j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième point fort, pas de nouveaux dispositifs pour le chef d'entreprise, et tant mieux, puisque c'est le DOERP qui reste l'outil au cœur de ce dispositif de prévention et de la traçabilité des actions mises en œuvre dans les entreprises. Troisième point fort, développer la collaboration avec la médecine de ville. Nous semble aussi pour nous, pour l'UNEC, primordial, car ça a été une demande depuis déjà fort longtemps de notre part. Nous considérons que le médecin traitant peut mieux appréhender son patient qui suit tout au long de l'année en prenant en compte son mode de vie, ses antécédents, ses habitudes et qui ne se limite pas au travail. Concernant les points faibles. Donc, les points faibles, ça a été dit tout à l'heure par M. Joigny, vigilance à tout nouveau formalisme ou nouvelles obligations qui sont très vite incompatibles avec les très petites entreprises dont le chef d'entreprise a seul les démarches, parce qu'il faut quand même savoir que le chef d'entreprise, il s'occupe de ses ressources humaines, de la communication, de la gestion, et nous voyons aujourd'hui aussi une augmentation, très forte augmentation de chefs d'entreprise dans tout secteur de l'artisanat confondu, sans collaborateurs. Donc, soyons extrêmement vigilants, surtout ce formalisme. Deuxième point de vigilance aussi, concernant les travailleurs indépendants, l'adhésion possible aux services de santé au travail est une bonne chose pour nous, mais il faudra bien sûr veiller à ce que la démarche reste bien volontaire et que les services associés soient clairement définis. Excellent, voilà. Merci. Merci beaucoup Fabienne. On va procéder à un deuxième tour de table, cette fois-ci assez opérationnel, sur vos sensations, vos expériences diverses et variées dans les branches ou en tant que négociateur de branche. Alors Ronald, on revient vers toi Ronald, je pense que la connexion est bien meilleure là. On te voit bien. Quel message as-tu à faire passer aux branches et aux complémentaires? Parce qu'effectivement, l'ANI a pointé du doigt le rôle des organismes de prévoyance. Alors, quelques messages, Ronald. Oui, donc, je suis sur mon iPhone, là, donc j'espère que ça va mieux marcher, effectivement. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Oui, ben voilà, quand on est à la campagne, on a certains atouts, mais on a certains soucis aussi. Alors, il faut impérativement que les branches s'emparent justement de cette loi quand elle va être votée. Et c'est vrai, ce qui vient d'être dit, je rejoins le calendrier. C'est normalement application au tout début, je dirais, 2022, premier trimestre ou premier semestre 2022. Les branches doivent s'en emparer. Et quand les branches vont s'emparer de ce sujet, les branches vont devoir aussi regarder au niveau des complémentaires ce que vous pouvez nous apporter avec votre soutien aussi bien financier que technique pour justement arriver à faire cette fameuse prévention primaire dans les branches et dans les différents secteurs. Vous avez à la G2R un pôle alimentaire où vous avez déjà beaucoup de choses qui fonctionnent. Vous avez eu des choses de mise en place avec les coiffeurs, avec les boulangers et tout. On doit se servir aussi, nous, après, de votre expérience au niveau des complémentaires pour arriver à construire avec les branches et avec les autres instances au niveau national, que ce soit la commission ATMP, que ce soit les NRS, Eurogip, les CTN et les CTR,
des plans de prévention qui touchent l'ensemble des salariés. Je vous rappelle quand même qu'au niveau du régime général, la sécurité sociale couvre 18 millions de salariés. Donc, je veux dire que le travail est très important, le travail qui reste à faire. Mais je pense que nous avons, avec cette ANI et avec cette loi qui va émerger prochainement, fait un pas en avant pour recentrer vraiment sur la prévention primaire. Jusqu'à présent, on était souvent sur de la réparation et on avait un petit peu, je pense, oublié depuis de nombreuses années cette prévention primaire. Voilà, David, et je vous remercie pour votre invitation et c'était une très belle présentation ce matin. Merci beaucoup pour tes encouragements, Ronald. Philippe Joigny, donc on revient sur la branche de la propreté. Que faites-vous dans la branche de la propreté? Vous avez des outils spécifiques, c'est intéressant d'en parler. Oui, on a mis, puisqu'on parle de prévention, et je pourrais aussi parler d'anticipation, parce que depuis de nombreuses années, on a mis en place effectivement des structures. D'abord une structure assez innovante, qui chez nous est un opérateur de branche, comme l'on dit, qui s'appelle le phare, en fait, qui est un fonds d'innovation sociale et économique aussi, bien entendu, et qui permet à prioriser un certain nombre d'actions de branche. Actions de branche d'ailleurs dont on parle avec les partenaires sociaux de branche. Voilà. Et au titre de ces priorités de branche qui sont quinquennales, voilà, il y en a 4 aujourd'hui, priorités de branche depuis maintenant 4 ans. Voilà. Et au titre desquelles il y a bien entendu la santé et sécurité et notamment la prévention des TMS qui, dans la profession, voilà, est un risque important en tout cas et qui contribue malheureusement à un certain nombre d'accidents de travail. Donc on a mis depuis un certain nombre d'années, à travers le phare, ce fonds d'insertion et d'innovation, on a mis en place un certain nombre d'actions qui sont notamment en termes de formation de deux grands pôles. Hein. Tout d'abord, la formation. Sur la formation, on a engagé des actions de prévention, notamment dans les entreprises, sous forme d'AP et TMS. Ce sont des modules de formation et d'actions certifiés, notamment par l'INRS, voilà, qui permettent d'avoir dans les entreprises un référent. On en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais d'anticipation, parce que chez nous, ça existe depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, qui permet donc d'avoir un référent, en tout cas, de la prévention des TMS, mais aussi d'être en capacité de mener un projet réunissant les clients, les salariés, notamment les membres du CSE, bien entendu, des entreprises quand il existe, et puis l'encadrement de l'entreprise afin de produire le fameux plan de prévention efficace avec, bien entendu, les clients. C'est une formation qui dure environ 5, enfin pas environ d'ailleurs, qui dure 5 jours et qui est pris en charge à 100% par ce fonds d'innovation. Donc, il n'y a aucun reste à charge pour l'entreprise. Et c'est le cas d'ailleurs des différentes formations que je vais vous énumérer. Je viens de vous parler des APTMS, pardon, sur tout ce qui concerne les TMS, mais je peux aussi vous parler des animateurs prévention de la propreté, ce qu'on appelle chez nous les APP. Voilà, c'est un module complémentaire à l'ATPMS et qui, là encore, est dédié plutôt aux salariés avec des formations qui durent environ 1 jour et demi, et puis dédié directement pour les salariés, bien entendu, qui est, comme je le disais tout à l'heure, hein, travaille non pas dans l'entreprise, mais chez nos clients en tout cas, un acteur de prévention secours, donc les APS, qui là encore sont des formations de durée 2 à 3 jours, voilà, pour l'ensemble des salariés, sous forme bien entendu de volontariat déclaré, avec auprès de leur entreprise et de leur employeur. Et puis, à destination des entreprises, un autre module de formation, là encore, que l'on a mis en place depuis 3 ans maintenant, qui est un module 100% distanciel, qui est d'ailleurs spécifiquement développé pour et avec les dirigeants d'entreprise et principalement, comme ça vient d'être dit et précisé tout à l'heure, au niveau, à destination, pardon, en tout cas, des TPE-PME qui représentent 70% des 12 000 entreprises que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc qui nous paraît en tout cas extrêmement important, notamment à destination de ces TPE-PME, où, comme ça vient aussi d'être dit préalablement, les ressources appartiennent essentiellement d'ailleurs aux chefs d'entreprise. Et il faut que la branche soit justement force de proposition et d'outils pour pouvoir permettre en tout cas à ces entreprises et aux salariés de bénéficier de tous les outils que l'on met en place à destination de la prévention et notamment de celle des TMS, comme je viens de vous le dire. Et puis, je n'oublie pas quand même aussi les actions qui ont été menées avec AG2R. Ça vient d'être spécifié juste avant moi, voilà, et qui permettent à nos salariés, en tout cas, de bénéficier de services complémentaires, voire même supplémentaires, que ce soit d'ailleurs au titre de la prévoyance ou même de la complémentaire santé.
Ça, c'était le premier volet que l'on a mis en place depuis de nombreuses années. Et je le dis bien, tout ce que l'on a mis en place ici, voilà, ce sont des formations qui sont prises en charge à 100% par la branche, voilà, et qui sont bien entendu dédiées aux entreprises, sans reste à charge. Je dis aux entreprises, mais surtout, et vous l'avez vu d'ailleurs, à destination de leurs salariés, sans reste à charge pour les entreprises. Et puis, parallèlement à ça, on a mis en place depuis, et ça rejoint d'ailleurs un peu les textes de l'ANI, bien entendu, on a mis aussi en place des outils en ligne, notamment un outil d'autodiagnostic pour les entreprises qui leur permettent de pouvoir, et là encore, c'est plutôt dédié aux TPE, PME, bien entendu, et puis des fiches aussi, des fiches détaillées sur la prévention des risques, notamment et tout particulièrement avec un focus particulier d'ailleurs sur l'année 2020 et 2021, sur les risques liés à la Covid. Et puis, un outil, on en a parlé tout à l'heure, c'est un élément structurant, bien entendu, de l'ANI aussi, un outil d'aide à la réalisation de son document unique, et puis un outil pour mettre en place son plan d'action de prévention. Voilà, donc un certain nombre d'outils accompagnants, en tout cas, en plus du cœur du business que l'on a mis en place, ou du système que l'on a mis en place de prévention, à savoir tout ce qui touche à la formation. Voilà, et puis on accompagne la branche, je dis bien la branche, hein, pas simplement la FEB, bien entendu, mais la branche accompagne bien entendu toutes nos entreprises dans les démarches en essayant de travailler en grande proximité avec les services de l'INRS et de la CNAM. Voilà ce que j'ai sur les outils. Je sais que j'ai 3 minutes. J'espère en tout cas assez synthétique. Excellent. Pour vous dire que, en tout cas, vous l'avez bien compris, pour notre branche, c'est un élément extrêmement structurant et vraiment un besoin extrêmement fort de réforme que l'on veut avoir, en tout cas, à destination de nos salariés, mais aussi de nos entreprises que je représente aujourd'hui. Très bien, excellent, c'était extrêmement clair, Philippe, et très encourageant, parce que tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un fervent soutien du paritarisme, mais on voit les outils que vous avez fabriqués au fil des années, aujourd'hui, produisent des effets. Merci pour cette liste. Je pense que ça doit nous donner des idées à Culture Branche de partager aussi, faire un partage des bonnes pratiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en vous donnant la parole à l'instant. Merci beaucoup, Philippe Joigny. Mireille Dispo, donc, en synthèse, selon vous, vers quoi nous dirigeons-nous si nous respectons les conditions de cette année santé au travail ? Alors, je vais peut-être vous répondre un petit peu différemment. En tout cas, je remercie Véronique et Xavier qui ont fait une présentation tout à fait fidèle et intéressante de l'ANI. Je partage tout à fait le point de vue selon lequel cette ANI constitue une avancée notoire dans la mesure où il ancre la prévention primaire en matière de santé au travail. J'ajouterais qu'il réaffirme aussi des principes fondamentaux en matière de responsabilité de l'employeur. Je le souligne parce que ça a fait l'objet jusque presque à la dernière minute de notre négociation, nuitamment, de positions qui n'étaient pas tout à fait concordantes. Pour ce qui est de la CFE-CGC, il y a un point que nous avons considéré comme une avancée tout à fait importante, c'est le périmètre de la prévention des risques qui s'ouvre à l'organisation du travail. Là, donc, ça ancre aussi les risques psychosociaux en matière de santé au travail et désormais, nous considérons qu'ils ont toute leur place et vous savez que c'est un thème sur lequel la CFE-CGC avait beaucoup d'attentes. Ils renforcent les outils existants, on l'a dit, ils en créent de nouveaux. Je pense que ça, c'est des points qui ne sont pas contestés sur le passeport prévention. On a parlé de la visite de mi-carrière. Je citerai aussi la priorité d'accès au dispositif CPF de transition pour les salariés en risque de désinsertion professionnelle et bien sûr
la création d'une cellule PDP dans les services de santé au travail. Ça permet aussi une meilleure traçabilité. On reste encore un peu sur notre faim par rapport à la mise à disposition de certaines informations nécessaires par rapport à des instances que peuvent avoir les salariés. Donc, nous espérons que dans le cadre des amendements, ce point va être amélioré. Et bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'accompagnement des entreprises par les branches, qui constitue une vraie amélioration pour nous. La possibilité d'apporter des outils, d'apporter un accompagnement à la rédaction du DUER, et également des formations qui peuvent être proposées, et bien sûr la fameuse commission paritaire dédiée santé-sécurité qui a été introduite dans cette année. En revanche, et là je rejoins également ce qui a été précisé lors de la présentation de l'ANI, sur la partie QVT, bien que l'on ait repris une proposition de nouvelle appellation que nous avions portée, et nous en sommes très contents, on reste dans un cadre que j'appellerais un peu mou, puisque ça se borne à une méthodologie inspirée de celle de l'ANACT. Et donc, pour répondre autrement à votre question, qu'est-ce qui va se passer si la PPL ne reprend pas les mesures de l'ANI, et notamment ceux qui ont pour vocation à parer aux dysfonctionnements qui ont été identifiés par rapport à l'un des acteurs que sont les services de santé au travail? Eh bien, nous allons nous orienter sur un affadissement de l'ANI, parce que c'est bien de prôner des principes, de les mettre en avant comme étant une priorité, mais s'ils n'ont pas vocation sur le terrain à pouvoir être mis en œuvre, eh bien, je crois qu'on aura vraiment raté quelque chose. Donc là, je pense qu'il y a encore des efforts à faire par rapport au contenu de l'offre socle. Bon, on a vu introduire certains éléments qui nous paraissent préoccupants. Les modalités d'élaboration du cahier des charges au niveau de la certification, et puis tout ce que nous avions réussi à porter et qui a fait consensus au niveau du retrait d'agrément. Qu'est-ce qui se passe effectivement lorsque ces services santé au travail voient leur agrément retiré? Donc ça, c'est un aspect qui, s'il n'est pas un petit peu révisé, nous laisse penser qu'on n'aura pas atteint la cible. Le deuxième aspect, c'est l'architecture globale du système de santé. Nous persistons à penser qu'elle doit être organisée de façon à préserver le rôle de chacun des acteurs, et vous aurez bien compris que parmi ces acteurs, il y a les partenaires sociaux, et nous sommes à penser qu'il faut qu'ils gardent pleinement leur rôle, parce qu'il est très important. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Merci beaucoup Mireille. On se rappelle l'article L1 du Code du travail qui a été rappelé. Oui, l'article L1 du Code du travail qui est dans la partie préliminaire. Regardez, et donc ce n'est pas un hasard. Voilà. Excellent, très bien. Merci beaucoup Mireille. Olivier Guivarch, donc votre fédération suit énormément de branches professionnelles. Alors quelle va être la position de la fédération des services CFDT? Le rôle de la branche, il est déterminant. Ça sera à nous de faire vivre cette loi. Et dans la branche, on y trouve de l'expertise et une volonté de réguler le secteur. Dans de nombreuses branches, les salariés n'ont pas de représentants dans leur entreprise. La négociation se situe donc au niveau de la convention collective nationale, et les accords de branche forment un filet de sécurité. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et les employeurs ont également un intérêt, je pense qu'on l'a entendu aujourd'hui, les employeurs ont également un intérêt à confier à leurs organisations le travail à mener pour adapter les dispositions légales, cibler les risques, de façon à rendre le secteur attractif, parce que c'est ça aussi derrière. S'il y a de la qualité de vie au travail et de bonnes conditions de travail, le secteur sera attractif, et c'est tout bénef, je dirais, passez-moi l'expression,
à la fois pour les salariés et pour les entreprises et les employeurs. Alors la Fédération des services CFDT est un acteur des branches professionnelles. Alors je ne donne pas de leçons aujourd'hui, on est un acteur. C'est à nous aussi de nous responsabiliser. On cherchera des compromis pour un équilibre entre les logiques des uns et des autres. Et pour illustrer mon propos, je reviens sur deux dispositions. La première, une avancée qui touche plus particulièrement des secteurs de ma fédération, c'est le suivi des intérimaires et des salariés sous-traitants par l'articulation entre services de santé au travail, interentreprises et services autonomes. Sauf erreur, c'est l'article 16 actuellement de la PPL. La prévention sera forcément plus efficace pour ces salariés plus exposés avec un service de santé de l'entreprise utilisatrice, qui connaît bien les risques et les pratiques de l'entreprise, que le service de santé autonome de l'entreprise de travail temporaire, qui lui pourra s'occuper plus des permanents dans les agences. Donc ce sujet fera forcément l'objet de négociations dans les branches qui ont recours fortement au travail temporaire et dans la branche du travail temporaire également. Deuxième disposition, la visite médicale à mi-carrière, on l'a entendu tout à l'heure, avec donc la représentante de la coiffure. La visite médicale à mi-carrière qui est prévue à 45 ans, c'est un âge qui peut être négocié par accord de branche pour être au plus près de la réalité. Et cela veut dire qu'un état des lieux d'une branche peut mettre en évidence des arrêts plus fréquents et des inaptitudes dans une fourchette d'âge assez précise. Cet état des lieux, on peut le faire dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre la promulgation de la loi. Prenons un exemple fictif. Dans une branche où, dès 47 ans, les arrêts et les inaptitudes s'accentueraient. Dans ce cas, par la négociation des organisations représentatives, dans la branche, un accord pour une visite médicale à mi-carrière dès 40 ans serait pertinent en termes de prévention primaire. La prévention primaire, je le redis ici, est un des piliers de la réforme. Donc n'attendons pas de réparer, prévenons les risques, donc identifions les risques réels. Et nous aurons besoin d'institutions comme AG2R pour obtenir des études précises qui éclaireront les futures négociations. Nous avons besoin de chiffres et ce n'est pas nous qui les avons, bien entendu. Si j'ai un peu de temps, je voudrais juste dire que sur le passeport prévention, qui serait une troisième disposition pour illustrer mon propos, le passeport prévention, les partenaires sociaux pourraient tout à fait encourager les entreprises à le mettre en place en leur proposant un modèle adapté au secteur et au métier qui nécessite le plus de prévention. Donc on le voit avec ces trois exemples-là, la branche a un rôle, est en proximité avec les entreprises et tout le monde a à y gagner. Parfait, merci d'être aussi concret également. Effectivement, le rôle des branches est capital et les branches, des choses déjà ont été faites. On a vu des différents exemples. On va terminer avec l'exemple de la coiffure. Merci beaucoup Olivier. Fabienne, dans la coiffure, qu'avez-vous fait donc dans la branche concrètement sur la santé au travail? Est-ce que vous pouvez nous présenter les outils, les actions de prévention qui ont déjà été mises en place? Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis des années, nous travaillons sur la prévention. Et cela se concrétise par différentes actions. Donc tout d'abord, l'instance Pôle Coiffure, qui est une instance paritaire sous l'égide de l'AG2R La Mondiale et qui est vraiment une instance d'une extrême importance pour nous, pour l'UNEC, qui on a mis en place beaucoup de dispositifs d'action, de prévention et je vais y venir. Donc nous avons commencé par la mise en place aussi d'un label en 2009, donc Mon Coiffeur s'engage. Donc l'objectif était d'emmener justement nos chefs d'entreprise dans une démarche responsable ainsi aussi que les collaborateurs, avec bien évidemment sur ce label une évolution, puisqu'en 2010 on a lancé un site, Mon Coiffeur s'engage. En 2018 nous avons mis à jour le référentiel puisqu'il y a une évolution normale de la société. Et puis en 2020 nous avons fait le lancement de l'application Mon Coiffeur s'engage. Puis d'autres interventions, nous intervenons aussi dans les écoles auprès des jeunes afin de les sensibiliser puisque nous savons que la coiffure, nous avons un taux de TMS très élevé, puis des problèmes d'allergie respiratoire. Après, nous avons aussi une aide qui a été mise en place par la Caisse d'assurance maladie, l'aide Préciséo, en 2013-2017, où 1400 salons ont pu bénéficier de cette aide. Cette aide a été reconduite en 2019, puis prolongée en 2020.
où 1733 salons aussi ont pu bénéficier de cette aide. L'objectif de cette aide, alors actuellement elle est stoppée parce qu'il faut aussi laisser la place à d'autres secteurs, ce qui est normal. Cette aide donc permettait de prendre en charge à hauteur de 50% des bacs à shampoing, des ciseaux ergonomiques, des sèches-cheveux, des sièges de coupe. Et puis sur la deuxième série, on avait rajouté aussi les hottes aspirantes. Donc ça a été vraiment une démarche aussi qui a été très très positive pour tout le monde. Le RSI, à l'époque, puisqu'aujourd'hui c'est le CPSTI, avait également développé aussi une aide pour les entreprises sans salariés qui s'appelait le programme Coiffe Pro Indépendant, basé sur les mêmes équipements. Cette aide a été aussi mise en place en 2018. Et puis l'UNEC a travaillé en 2020, s'est mis autour de la table pour travailler justement, mettre à disposition des salons de coiffure, un outil d'aide à la rédaction, ça a été dit tout à l'heure, hein, pour le document unique, qui est accessible depuis le site de l'assurance maladie. Cet outil a été mis en place en ligne depuis 2021. Oui, l'objectif est d'accompagner avec un outil d'information et de sensibilisation auquel nous avons contribué pour toucher bien évidemment les chefs d'entreprise et leurs équipes. Et je voudrais terminer concernant les propos d'Olivier que je partage complètement sur le bien-être au travail. Quel est le bonheur de quelqu'un qui se lève le matin en se disant « Ah, je suis heureux, je vais aller au travail ». Le bonheur est pour tout le monde, que ça soit pour les chefs d'entreprise et les collaborateurs et pour la société, après, je dirais. Après, concernant la visite à partir de 45 ans pour les chefs d'entreprise, bien évidemment que nous sommes tout à fait favorables. La seule chose que nous disons, il faut que ça soit un acte volontaire, mais bien sûr que ça soit favorable. Plus le chef d'entreprise est suivi, moins ça évite des problèmes. Voilà, très rapidement, parce que je sais qu'on a un temps. Et concrètement, très rapidement et concrètement, Fabienne, merci beaucoup. Alors, qui doute de l'efficacité du travail dans les branches quand on vous entend les uns et les autres expliquer ce que vous avez fait? C'est intéressant d'ailleurs l'idée de l'attractivité des métiers tout à l'heure exprimée par Olivier que vous reprenez, Fabienne. Attractivité des métiers, puis il y a aussi le rôle, la problématique de la santé du chef d'entreprise, de TPE, PME. Ça, c'est assez intéressant aussi. Les branches se sont emparées parfois de ce sujet-là, on l'a bien entendu. Je tiens à vous remercier sincèrement, Mireille, Fabienne, Olivier, Philippe et Ronald. C'était absolument passionnant. Vous avez eu un temps très court, mais ce que vous avez dit était très concret, très opérationnel et très encourageant. Pour nous, je vais laisser les paroles de conclusion à Philippe Dabat, qui va vous donner la position de la direction générale du groupe G2R La Mondiale dans ce domaine et peut-être revoir les points clés du petit déjeuner. Philippe, je te laisse la parole. Merci David. Moi aussi, je m'associe à tes remerciements pour remercier vivement en notre nom à tous les intervenants pour la richesse des débats, les exemples très concrets que vous nous avez donnés sur les actions qui étaient déjà en cours dans le domaine de la santé au travail dans vos branches, et puis pour les nombreuses idées, je dirais même les convictions que vous nous avez partagées pendant ce débat. Pour ma part, il y a deux points clés qui m'ont vraiment frappé en vous écoutant tous. Le premier point clé, ça concerne ce projet de loi et je vais me permettre de le dire, un avis globalement positif que vous donnez tous en disant que finalement l'ANI, en partant de toutes les actions qui existent déjà, permet finalement de renforcer des sujets qui sont majeurs autour de la prévention, de la prévention santé, de la qualité de vie au travail, de l'amélioration du renforcement du rôle des services de santé au travail, de la formation bien sûr, et puis les liens que vous avez tout à fait identifiés sur le fait de pousser ces actions de santé tant pour les salariés que pour les employeurs. Donc un avis globalement positif sur ce projet de loi, avec aussi, j'ai entendu, cette vigilance pour que le travail législatif ne vienne pas dénaturer ce travail de négociation paritaire, mais vienne bien le consolider. Et puis l'autre point qui m'a frappé, c'est que vous êtes tous aussi très unanimes pour dire que maintenant, ça doit être la priorité des branches. Lorsque la loi sera promulguée, j'ai entendu l'échéance de mars 2022, vous dites que ça doit être une priorité pour toutes les branches, de mettre en œuvre ensuite cette ANI et cette future loi. Vous avez vraiment insisté pour moi sur la nécessité pour les partenaires sociaux de s'emparer encore plus du sujet, et j'ai entendu avec plaisir en sollicitant vos partenaires dans les groupes de protection sociale pour que nous puissions partager à la fois nos expériences et nos éléments techniques. Et j'ai entendu aussi le rôle clé de la branche pour mettre en place toutes ces formations
au service des entreprises, au service également des salariés, avec cette priorité à donner vers les entreprises et les salariés des TPE et des PME, avec des attentes pour des services extrêmement concrets, donc des formations, des outils en ligne d'accompagnement. Et ce que vous avez finalement dit, c'est qu'il y avait un enjeu d'attractivité pour les branches et d'attractivité majeure. Donc finalement, des attentes fortes aussi à hauteur de ces enjeux qui sont majeurs pour les salariés comme pour les entreprises. Ce que j'aurais vous dire aussi, c'est que AG2R Mondiale, vous le savez, et merci de l'avoir dit, développe cette démarche de prévention avec les branches professionnelles depuis bientôt 10 ans maintenant. Alors, je vais citer d'abord le programme Branchez-vous Santé, que nous avons construit avec le soutien des partenaires sociaux au niveau des instances du groupe, mais bien sûr avec les branches. Et Branchez-vous Santé, c'est vraiment un programme qui est pour nous et pour vous d'abord un socle de prévention et donc de gestion du risque pour les branches. Et je suis très, très fier de constater que vous nous avez fait confiance puisque ce programme Branchez-vous Santé est déjà intégré dans une 50aine d'accords de branches, aussi bien dans le domaine de la santé que de la prévoyance. Je voudrais ensuite citer la démarche Présence, dont le lancement est prévu la semaine prochaine. Donc, je suis un tout petit peu en avance de phase. Mais je voudrais vous dire que Présence a pour ambition d'accompagner les branches pour une meilleure compréhension et une meilleure gestion du risque arrêt de travail. Et en avant-première par rapport au lancement de la semaine prochaine, je vais vous proposer de partager une très courte vidéo, mais qui vous présente donc les objectifs et les enjeux de la démarche Présence. Démarche Présence. Relevons ensemble le défi de la prévention. Vous pilotez efficacement vos régimes de prévoyance conventionnels en ayant le souci de la solidarité et de la prévention. Pour enrichir votre vision, AG2R La Mondiale vous accompagne avec Démarche Présence pour vous aider à mesurer, comprendre et mettre en œuvre un plan d'action prioritaire en matière de prévention. Celui-ci est adapté aux spécificités de votre branche professionnelle et co-construit autour de vos besoins. Mesurez. Nous vous restituons les données sociales nominatives des entreprises affiliées au régime prévoyance de votre branche. Cette première étape fournit un diagnostic complet et détaillé, des statistiques dynamiques sur la démographie de votre branche, un état des lieux des arrêts de travail, des éléments de comparaison pour objectiver la situation du secteur professionnel. Comprendre. Cette seconde étape d'expertise vise à approfondir avec vous l'analyse de la situation de votre branche. Elle permet de vous donner les clés de compréhension des besoins des salariés en matière de prévention, de déduire les enjeux particuliers de votre branche, de co-construire avec vous un plan d'action qui répond aux attentes des salariés bénéficiaires des régimes. Prévenir. Cette étape consiste à mettre en place des actions concrètes de prévention pour répondre à vos enjeux spécifiques. Voilà, merci d'avoir regardé avec nous ce petit teaser. Ah, on a perdu le son. Merci, oui, d'avoir donc partagé avec nous ce petit teaser. On est en avance de phase. Nous lancerons cet outil Présence formellement la semaine prochaine et nous serons très heureux avec les collègues de la direction des accords de branche de venir vous les présenter dans vos instances, dans les branches. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans un des derniers écrans là, de ce petit film, nous faisions allusion aux actions de prévention spécifiques qui ont été construites par les branches pour servir les entreprises adhérentes. Et on voyait apparaître tout à l'heure à l'écran des actions comme la référence aux actions contre les troubles musculo-squelettiques, l'asthme, la gestion des incivilités, l'hypertension, la prévention bucco-dentaire ou encore les troubles du sommeil. Et donc, ce sont des actions très concrètes qui sont construites à partir des cartographies des risques professionnels dans les branches, spécifiquement en fonction de leurs besoins. Et nous proposons aussi de chaque branche sur la reconnaissance par la DGT des référentiels de pénibilité. Donc, en synthèse, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette année santé au travail de décembre 2020, eh bien, ce sujet, il est maintenant entre vos mains et c'est bien la responsabilité des partenaires sociaux de chaque branche professionnelle de s'en saisir. Et je n'ai pas de doute, en écoutant les témoignages et les convictions que vous avez partagées sur le fait que ce soit bien tout à fait au top de votre agenda de priorité pour l'année prochaine, 2022, dès que la loi sera promulguée.
Il s'agit donc pour nous d'une nouvelle porte d'entrée de négociation pour vous permettre de lancer des mécanismes de discussion dans vos branches professionnelles. Et donc, vous l'avez compris, chez AG2R La Mondiale, nous pensons avoir la capacité de vous accompagner dans les branches pour vous aider à créer finalement cet espace de négociation sur ces sujets et surtout pour vous outiller, pour vous donner les éléments qui vous permettront de lancer vos propres réflexions et les actions de prévention que vous choisirez de mener de manière spécifique et adaptée pour chacune de vos branches professionnelles. C'est donc finalement un outil, un socle commun à adapter selon les besoins que vous aurez chacune dans vos branches professionnelles. Et vous l'avez compris, je l'espère, à AG2R La Mondiale, nous sommes à votre service pour vous donner ces éléments techniques qui vous permettront de lancer et d'enrichir ce dialogue dans chacune de vos branches. Merci. Merci Philippe. Alors pour clôturer ce 11e petit déjeuner Culture Branche, faisons donc un point ensemble des prochains événements Culture Branche. Tout d'abord, on vous donne rendez-vous le 22 juin pour un autre petit déjeuner Culture Branche à 8h30, puis le 14 septembre pour le 13e baromètre de l'absentéisme EMING AG2R La Mondiale, également à 8h30. Nous proposerons aussi un happy hour Culture Branche, on espère en présentiel, le 16 septembre en fin de journée. Le 14 octobre, ce sera la rencontre Culture Branche qui se tiendra donc sur une demi-journée, sur la matinée avec un déjeuner. Ensuite, on aura la formule plénière du forum juridique Culture Branche le 16 novembre matin. Et pour clôturer cette année 2021, le 9 décembre, notre colloque en partenariat avec le cabinet Fidéré. Voilà. Donc, je voulais tous vous remercier, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont assisté ce matin à ce petit déjeuner, mais aussi, bien entendu, un très grand merci à tous les intervenants. Également, un très, très grand merci aussi aux équipes qui ont œuvré pour préparer ce petit déjeuner, en particulier la direction des accords de branche et la direction de la communication. Je vous remercie tous et vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Donc, on espère au 22 juin. Merci à tous.